Oh, ça caille ce soir. Ou pas en fait. Non, en réalité, d'après la prévision, il doit faire 5 ou 6 degrés là et... Non mais... Ça va en fait. Moi qui vis en tente depuis plus de 5 ans maintenant, de façon permanente, ça là, c'est ma maison en fait. Ben, le froid, je connais bien, c'est un vieil ennemi. J'en ai souffert au début les premières années, et puis depuis, avec le temps, j'ai acquis de l'expérience. Je sais comment m'en protéger. Le froid, en fait, en tente ou même dans un véhicule aménagé, ça ne va être un véritable problème que si tu ne sais pas le gérer. Autrement, on peut très bien s'en protéger. Par contre, attention, entendons-nous bien. Je te parle pas non plus d'aller affronter un froid polaire dans une petite tente d'été. Ça, c'est des choses que je connais pas. Je te parle du froid qu'on peut rencontrer durant la saison de camping, c'est en gros de mars à novembre, le froid standard qu'on peut rencontrer en France. Là, tout de suite, tu vois, il doit faire à peu près 5-6 degrés. C'est pas le grand confort, mais ça va. Ça va, ça passe. Sans problème. Parce que je sais m'y prendre. Alors aujourd'hui, j'ai pour toi mes 8 meilleurs conseils pour te protéger du froid en tente ou encore une fois dans un véhicule aménagé parce que ça va être à peu près le même combat. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai même un bonus pour toi. Une astuce pour régler un problème physique douloureux qui est une conséquence de l'exposition au froid. Problème dont je souffre moi tous les hivers, mais depuis le temps j'ai trouvé la solution. C'est vraiment quelque chose qui fait mal physiquement. Mais la solution, elle est simple. Elle coûte moins de 3 €. Et en quelques jours, le problème en question disparaît. Ça sera le bonus en fin de vidéo. Ça va être ton premier problème à régler. Ça, c'est la condensation due à une nuit passée dans ma tente. Il doit être 8h30 du matin à peu près. Et ça va être un thème récurrent au travers de cette vidéo. Qui dit eau, dit froid. Le corps humain se refroidit beaucoup plus vite au contact de l'eau qu'au contact de l'air. Et ça là, c'est un problème qu'il va falloir que je règle. Parce que ça participe à la sensation de froid en fait. Alors après, quelque part j'ai de la chance. Je suis dans une grande tente et je suis tout seul. La condensation, j'en ai pas des masses. Si on était 2 et on sera 2, quand je vais passer au Portugal, il va sans doute y en avoir un peu plus. Mais même juste comme ça, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est un souci. C'est un souci que tu vas avoir aussi dans un véhicule aménagé. Si tu as de la condensation sur tes vitres, alors non seulement ça participe à ta sensation de froid, mais en plus de ça, dans un véhicule aménagé, dans une tente, il y a toujours une certaine aération. Dans un véhicule aménagé, si tu as de la buée sur tes vitres, ça veut dire que tu manques d'aération et que potentiellement tu pourrais ne pas te réveiller le matin, si tu vois ce que je veux dire. Donc fais gaffe à ça aussi, mais c'est un autre sujet. Dans les médias, ce qui me préoccupe, c'est cette eau là. Parce qu'encore une fois, qui dit eau, dit froid. Maintenant, la solution est assez simple. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il me fait là? Il fait froid et il ouvre en grand. Bah oui, parce que pour éliminer l'eau, il va falloir ventiler. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, tant que j'aurai cette eau à l'intérieur, j'aurai une sensation de froid plus importante. Donc j'ouvre, je vais ouvrir une autre fenêtre d'ailleurs dans un instant, pour ventiler, pour éliminer cette eau. Et après, à la limite, je refermerai. Mais dans les médias, il faut que je me débarrasse de cette flotte qui est sur les parois de la tente. Voilà, mon conseil numéro 1, humidité sur les parois de ta tente ou de ton véhicule. Faut éliminer l'humidité parce que tu as une sensation de froid plus importante. Encore une fois, et ça sera un thème récurrent au travers de cette vidéo, qui dit eau, dit froid. À présent, il va falloir qu'on parle de la manière de t'habiller. Oui, j'ai bien dit de t'habiller. Quand on parle de froid en camping, la plupart des gens pensent immédiatement à la nuit et à leur système de couchage. Or, ça serait une grosse erreur de ne te focaliser que là-dessus parce que tu vas pas être couché en permanence. Maintenant, quand tu n'es pas couché pour éviter de souffrir du froid, la première chose, ça va être d'apprendre à t'habiller
par couche. Le but, c'est de piéger la chaleur de ton corps plusieurs fois en fait. Si tu as juste un gros vêtement chaud, tu as une barrière, une couche, mais ce vêtement chaud ne va arrêter qu'une partie de la chaleur de ton corps, il n'arrêtera pas la totalité, donc tout le reste, c'est perdu. Par contre, si tu as plusieurs couches comme moi, là tu vois, j'ai une surchemise en polaire, j'ai un sweatshirt et en dessous j'ai encore un t-shirt. C'est autant de barrières qui vont permettre d'arrêter le froid. Et j'ai même, là je la porte pas parce qu'il fait pas très froid là tout de suite, mais j'ai une doudoune, j'ai un gilet sans manches en doudoune que je peux rajouter encore en plus et qui va également me servir pour d'autres choses dont on va parler dans un instant. Donc la première chose à retenir, c'est que tu as intérêt à t'habiller par couche, parce que chacune des couches à son tour va arrêter une partie de la chaleur de ton corps. Du sweatshirt, il y en a une partie qui s'échappe, s'il fait froid, là je vais fermer, et ce qui s'échappe du sweatshirt, la surchemise va encore en retenir une partie. Et s'il fait vraiment froid, je mets le gilet sans manches qui lui à son tour va encore en retenir une partie. Ça c'est la première chose. Ensuite, en parlant de couches, il y a une erreur que font beaucoup de gens qui concerne ta couche de base, c'est-à-dire ta chemise ou ton t-shirt. Et là, tu vas commencer à te dire, mais c'est pas mon t-shirt qui me tient chaud. D'accord ? Mais c'est lui qui peut te refroidir. Ça va, j'ai ton attention là ? J'ai sur moi un t-shirt en nylon. Et par opposition, je ne vais pas mettre, par exemple, celui-ci qui est le t-shirt d'Euro Une Tente qui m'a été offert par mon ami Christophe de Nîmes. Celui-là, je vais le mettre pour tourner, mais par temps froid, je vais surtout pas le mettre, à moins vraiment d'avoir besoin, si tu veux, de la marque. Mais sans ça, je ne le mets pas. Pourquoi ? Parce qu'il est majoritairement en coton. Et le coton, c'est peut-être confortable, mais le coton, c'est hydrophile. C'est-à-dire que ça retient l'eau. Et souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos de la condensation sur les parois de ta tente ou de ton véhicule, qui dit eau, dit froid. Je t'avais dit que ce serait un thème récurrent. Si tu transpires dans un t-shirt en coton, il va s'imbiber d'eau et la conserver. Et là, ta peau est directement au contact de l'eau. Donc ta couche de base, surtout pas en coton. Et là, il y en a peut-être certains qui vont me dire, alors je sais, c'est pas la caméra, mais qui vont me dire, oui, mais tu portes un jean, c'est du coton, ou du moins en grande partie du coton. C'est vrai, c'est mon jean moto, en fait, je n'ai pas d'autres pantalons, mais le fait est que le plus important, ça va être par là. Si tu transpires, ça va être en priorité de par là. Ça serait peut-être mieux de ne pas avoir effectivement du coton au niveau du pantalon, mais à défaut, au moins j'ai cette partie-là de couverte, si j'ose m'exprimer ainsi. Le nylon, ça sèche très vite, ça ne retient pas l'eau. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument du nylon, mais pas du coton. C'est ça que je suis en train de te dire. Après, il y a une erreur que beaucoup de gens commettent aussi, ou dont juste on se rend pas compte quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne sait pas, mais on perd énormément de chaleur par les extrémités, les mains, les pieds, la tête. Là, pendant que je suis en train de tourner, on est au milieu d'après-midi, je suis sur Alicante en Espagne, il fait pas très froid, donc j'ai pas cherché à couvrir. Mais quand le soir va arriver, que le soleil va se cacher, mon premier réflexe, ça va être ça. J'ai des mitaines. Alors celles-ci sont pas extraordinaires. Elles sont en matériaux synthétiques. Elles aident un petit peu, mais ça serait mieux d'avoir de la laine ou du polaire en théorie. Mais au moins déjà, j'ai quelque chose pour me couvrir les mains. Alors pourquoi des mitaines ? C'est juste parce que je garde ma dextérité. Si j'ai besoin de travailler sur mon ordinateur, tu le vois pas, mais il est là parce que j'ai mes notes en fait sous les yeux. Si je veux manger, allumer mon réchaud, etc., j'ai toute la dextérité de mes doigts. Qu'avec des gants, tu perds plus ou moins l'usage de tes mains en fait. Mais là, je couvre la plus grande partie de la surface de mes mains. Pour la tête, alors moi j'utilise une capuche, tu pourras utiliser un bonnet, mais la capuche a un autre intérêt que je t'expliquerai tout à l'heure. Et au niveau des pieds, évidemment, j'ai des chaussettes normales, et en plus de ça, quand il fait froid, j'ai celles-là qui sont des chaussettes en laine que une de mes connaissances d'ici a fabriqué, et puis un jour j'entends devant ma tante toc toc toc, et puis elle avait ça, et puis elle m'a donné ça.
J'avais aussi des chaussettes en laine industrielles un peu moins bien que celle-là. Mais l'idée là aussi ça va être le système des couches, c'est-à-dire que j'ai une paire de chaussettes normales et s'il fait vraiment très froid, j'en mets une deuxième par-dessus et idéalement, ça, de la vraie laine, c'est vraiment l'idéal dans la mesure du possible, ça ou du polaire. Bon là, il se trouve que j'ai des grosses chaussettes en laine, c'est très très bien, je te garantis que quand je les mets, il y a des soirs s'il fait pas très très froid, je les mets puis je les enlève parce que je sens que j'ai trop chaud et que je commence à transpirer, et ça je sais que c'est pas bon parce qu'encore une fois, transpiration, humidité. Donc, couvrir les extrémités. Et encore là, pour le moment, il y a un truc qui va pas. A priori, j'ai les mains couvertes, j'ai la tête couverte, mais il y a une espèce de puits de chaleur, en fait, qui sort de là. Si vraiment c'est un soir très froid, alors je vais fermer la surchemise, mais c'est pas encore suffisant. Je pourrais essayer de fermer il y a des lacets au niveau de la... Attends que j'arrive à les attraper en fait. Au niveau de la capuche, je vais pouvoir les fermer, mais ça sera toujours pas suffisant. Même si je fais un nœud, tu vois là, il y a encore un trou, il y a de la chaleur qui va s'échapper. Parce qu'en fait, tu as des veines et des artères qui passent par là, et la vaste majorité de ton sang et donc de la chaleur de ton corps transite par là. Donc si là c'est ouvert, tu as un problème. Alors, la solution classique, ça serait éventuellement une écharpe. Moi, ce que je fais, quand il fait vraiment froid, justement... Attends, j'arrive. C'est une des utilisations de la doudoune en question. Je vais te montrer ce que je fais. C'est pas la seule solution, c'est une des solutions pour boucher cette espèce de puits de chaleur. Attends, donne-moi une seconde que je la mette. Et que je la ferme. Alors, je vais avoir l'air un peu engoncé, mais je te garantis que ça marche. Ce que je fais, c'est que je vais la fermer. Alors normalement, là, je vais pas le faire, mais j'attache la capuche aussi. Et je ferme la doudoune. Pas tout à fait jusqu'en haut, sans ça va me gêner. Je la ferme jusque là. Et là, le trou est fermé. Là, il n'y a plus de chaleur qui s'échappe par là. Et ça, je te garantis que ça aide énormément. Donc j'ai couvert les extrémités, la tête, les mains, les pieds. J'ai fermé là. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter que la chaleur de mon corps ne s'échappe à l'extérieur au maximum. Et avec ça, des soirées à 5-6 degrés, bon, c'est sûr, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable, mais ça passe sans difficulté. En dessous, ça commencera à devenir un peu plus difficile. Mais 5-6 degrés, je te garantis qu'avec ça, je le supporte sans aucun problème. Ah, petite pause déjeuner. Oui, je sais, tout à l'heure, je t'ai dit, on est en milieu d'après-midi, il fait pas très froid, et puis là, je te parle d'une pause déjeuner. Tu t'imagines quand même pas que j'ai tourné cette vidéo en une seule fois, le même jour, non? Tu sais, mes vidéos, mine de rien, elles me prennent du temps. Alors, tu sais quoi? Si jamais tu trouves ce que je te raconte aujourd'hui utile, ou juste si tu apprécies, ou si tu penses que ça va te servir, moi, j'apprécierais beaucoup un petit commentaire et un petit pouce en l'air au minimum, ça serait déjà super sympa. Si en plus tu as envie de soutenir la chaîne, de faire par exemple comme ces gens-là et d'avoir le même avantage, c'est-à-dire d'avoir ton nom dans les vidéos, dans mes vidéos principales du mardi, voire même si tu as un projet soit de voyage à moto, soit de lancement d'une chaîne YouTube, si tu veux avoir tous les mois 1 à 2 heures en visio, juste toi et moi en privé pour que je puisse répondre à tes questions et t'aider, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Moi, ça me rendra service. Toi, tu pourras avoir des petits avantages comme ça, ou comme les sessions en visio, etc. Je te laisse regarder, il y a tous les détails. Et puis, dernière chose avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux te mettre à voyager à moto dans la saison qui va pas tarder à démarrer, parce que là, mine de rien, on approche de la fin janvier, la saison moto en France va pas tarder à démarrer. Pour moi, ça n'arrête jamais vraiment, mais techniquement en France, on va dire, début c'est mars. N'oublie pas que j'ai écrit tout un guide avec toute mon expérience pour bien débuter le voyage moto. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Il est à 7,50 €, c'est pas très cher, il y a toute mon expérience dedans, tous mes bons conseils pour vraiment bien démarrer. Sur ce, moi je déjeune tranquillement et après on continue, on va parler de ton système de couchage. Ah, au fait, mon petit réchaud à bois, là, qu'à présent je charge avec du charbon parce que je suis devenu feignant, je ne vais plus ramasser de bois, je ne le compte pas parmi les conseils que je te donne aujourd'hui. Certes, quand il est en marche, il réchauffe un petit peu l'atmosphère autour de lui, c'est vrai, mais franchement, je suis un petit peu un ovni avec ce truc-là. Qui d'autre que moi utilise un réchaud à bois au quotidien à quasiment tous les repas?
je pense franchement que je suis un petit peu un ovni. Maintenant, si tu as déjà utilisé un réchaud à bois, voire si tu te sers d'un réchaud à bois quand tu es en camping, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de connaître ton expérience et pourquoi tu te sers d'un réchaud à bois et ce que tu fais avec, ce genre de choses. Voilà. Allez hop, on continue. À présent, il va falloir qu'on parle de ton système de couchage. Et retiens bien le terme, j'ai bien dit système de couchage. La plupart des gens pensent juste à leur sac de couchage et ça, c'est une erreur. En fait, ton système de couchage, c'est un ensemble d'éléments qui vont travailler ensemble, comme pour tout à l'heure quand je t'ai montré comment je m'habille pour résister au froid. Là, c'est un peu le même principe. Et la grosse erreur que commettent la plupart des gens, c'est de se dire je dois me protéger de l'air ambiant parce que c'est ça qui va me donner froid. Donc un bon sac de couchage, c'est ça qu'il faut. Un bon sac de couchage, c'est un élément de réponse, mais ça n'est qu'une partie du puzzle en fait. Alors moi je fonctionne avec des draps et des couvertures, mais ça tu peux à la limite en faire abstraction. Moi c'est juste que j'ai horreur des sacs de couchage, mais ça pourrait être un sac de couchage, le problème serait le même. Ce qu'ignorent la plupart des gens, c'est que une bonne partie du froid va venir de dessous. Que tu sois au sol sur un matelas, alors là tu es carrément au contact du sol et du sol froid, ou comme moi sur un lit camp. Là j'ai un lit camp qui est pas très haut, mais c'est un lit camp en fait avec un matelas pneumatique par dessus. Alors moi je suis pas directement au contact du sol, mais j'ai une couche d'air froid sous moi. Et si je me contente moi de mes couvertures, toi de ton sac de couchage, eh ben le froid qui arrive par en dessous va miner tes efforts et tu as de bonnes chances d'avoir froid. Et même, je connais des gens en caravane dans un lit normal avec un matelas normal qui ont eu froid à cause du froid venant d'en dessous. Et ça, en fait, c'est un problème super simple à régler. Regarde-moi, j'ai une couverture de survie. Tu achètes ça chez Decathlon, ça vaut dans les 3 € à peu près. Il y a une face pour te protéger du chaud, une face pour te protéger du froid. La face qui t'intéresse, c'est la face argentée. Alors, elle ne repousse pas le froid. C'est pas ça le but. Il faut bien comprendre qu'un échange thermique entre un corps chaud et un corps froid, ça se fait toujours au détriment du corps chaud. C'est-à-dire que c'est le corps chaud qui cède de l'énergie, énergie qui part dans le corps froid. Donc le but de la couverture de survie là, ça va pas être d'empêcher le froid du sol d'arriver jusqu'à toi, ça va être d'empêcher la chaleur de ton corps de partir vers le sol qui est plus froid et qui donc pompe l'énergie de ton corps. Et la face argentée de la couverture de survie en fait a pour but de réfléchir la chaleur de ton corps. Donc la chaleur quitte ton corps, tape dans la couverture de survie qui la réfléchit vers toi, comme ça tu la perds pas. Ça évite cet échange thermique entre toi et le corps froid qui se trouve en dessous. Tout simplement. Alors après, moi j'ai changé quelque chose récemment sur suggestion d'un abonné que je tiens à remercier. Avant, je mettais la couverture de survie sur le matelas. Plus maintenant. Maintenant, comme tu peux voir, je la mets dessous. Pourquoi ? Alors ça a deux intérêts. Le premier, et c'est pas pour ça qu'on m'avait suggéré de faire comme ça en fait, mais je m'en suis aperçu totalement par hasard. Le premier, c'est que le matelas maintient beaucoup mieux la couverture de survie que lorsqu'elle est sur le matelas. Et le deuxième intérêt, c'est que l'air qui se trouve dans le matelas au départ va être froid, mais comme le matelas est entre toi et la couverture de survie, bah en fait toi tu vas réchauffer l'air du matelas, et la chaleur de l'air du matelas ne pourra pas non plus elle s'échapper par en dessous. Donc au final, cette suggestion d'un abonné qui m'a dit que tu devrais mettre la couverture de survie sous le matelas est très très bonne, il avait parfaitement raison. Donc ça c'est mon conseil numéro 1 au niveau de ton système de couchage. Alors oui, il y a des matelas qui sont isolés thermiquement, certains, mais pas tous. Moi c'est un matelas Amazon à 30 balles, il est pas isolé thermiquement. Hein. Et d'ailleurs il a peut-être l'air un peu flagrada là comme ça, c'est parce qu'il est en fin de vie, je le regonfle tous les soirs en réalité. Je m'embête pas à le changer maintenant parce que dans quelques mois j'aurai la mini caravane pliante, le projet est en cours. D'ailleurs je vais te mettre en haut de la vidéo celle que j'ai faite avec Julien quand je suis allé rencontrer à l'automne. Le projet pour la mini caravane pliante, pour ceux qui se demandent où c'en est, c'est en cours et moi quand je vais arriver chez lui probablement mi-avril, fin avril, on va avancer là-dessus et on en reparlera. Bref.
Donc ça, première chose, première erreur très classique, et je te dis super facile à régler, une couverture de survie comme ça, tu vas chez Decathlon, ça vaut 3 ou 4 euros. C'est pas ça qui va casser la banque, et ça t'évitera d'avoir froid. Je te garantis que c'est très 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 efficace. Ensuite, autre conseil, souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, on perd beaucoup d'énergie par les extrémités, notamment les mains, les pieds. Tu peux peut-être te demander ce que mon gilet sans manches en doudoune fait là au bout du lit. En fait, la plupart du temps, je l'utilise comme ça. C'est-à-dire que il est assez rare que j'ai vraiment besoin de le porter, sauf sur une journée où il ferait vraiment très très froid. Et le reste du temps, il sert à me couvrir les pieds, en fait, un petit peu comme une couverture supplémentaire. Et ça aide pas mal, c'est tout simple. Alors, un autre truc que je fais, voilà, alors là, je l'ai enlevé juste pour le tournage de la vidéo, mais dans les nuits froides, et là on est en janvier, les nuits sont plutôt froides, je vais mettre ma couverture moto par-dessus, ma veste moto par-dessus le lit. Ça pourrait être une veste quelconque, hein, c'est pas la question. Et elle agit un petit peu comme une couverture supplémentaire. Si j'ai besoin, je peux faire ça. Donc voilà, mais c'est surtout l'utilisation de la doudoune que je voulais te montrer. En fait, c'est pas comme ça qu'elle est prévue pour être utilisée à la base. Mais moi, je m'en sers pour éviter de me refroidir les pieds. Bon alors après, je vais avoir un conseil assez trivial. Mais je pense qu'il est important. Ça t'est déjà arrivé la nuit d'avoir une envie pressante et puis t'es bien au chaud dans ton lit et t'as pas envie de sortir et tu te retiens parce que tu veux pas bouger? Je pense que ça nous est arrivé à tous. Sauf que le petit problème, c'est que ton corps va dépenser de l'énergie pour maintenir ce liquide au chaud. Énergie qui serait mieux utilisée ailleurs. Donc ça, en fait, ça t'aide vraiment pas à ne pas avoir froid. Donc dans ces cas-là, tu te lèves, tu vas vidanger, et je te garantis que ça t'aidera, quand tu te remettras au lit après, à ne pas avoir froid. Donc il vaut mieux, vaut mieux se débarrasser du problème, parce qu'encore une fois, ton corps dépense de l'énergie pour maintenir ce liquide au chaud. Peut mieux faire. Et un dernier petit truc tant que j'y pense avant de passer à la suite. Alors du coup, je crois que ça doit faire 9 conseils et non pas 8 comme je t'avais annoncé au début, parce que celui-là, je l'avais pas noté. Mais il va de soi que la nuit, je m'habille suivant les mêmes principes que ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc déjà, j'ai une combinaison, celle-là je l'ai depuis le début, qui va en un seul morceau des chevilles jusqu'à la tête et jusqu'au bout des bras, avec une capuche pour me couvrir la tête. Évidemment, là encore, si tu veux, tu pourrais très bien utiliser un bonnet. Moi, j'avais prévu ça dès le début, avant même de partir de chez moi, en me disant, quand je dormirai, il faut que j'ai le corps entièrement couvert. Et sur les nuits froides, je vais aussi utiliser les chaussettes en laine et les mitaines, si ça s'avère nécessaire. Enfin, après ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, je pense que ça me paraît assez évident. S'il faut se couvrir les extrémités dans la journée, il faut se les couvrir aussi la nuit. Il me semble t'avoir promis un bonus, non? Une solution à un problème douloureux causé par le froid. Ben regarde, ces images ont tout juste une petite semaine, 6 jours à peu près. Ça me le fait tous les hivers sans exception. Je devrais pourtant le savoir et me préparer et éviter que le problème n'apparaisse, d'autant que je le sais depuis toutes ces années et la solution est simple et pas chère. Mais bon, cette année, comme les autres fois, je me suis encore fait avoir, décidément. Alors, qu'est-ce qui m'arrive tous les hivers? Qu'est-ce qui peut éventuellement t'arriver aussi? Bien, en fait, le froid assèche la peau. Et moi, ça a tendance à me générer des gerçures sur les mains. Et là où c'est douloureux, c'est que la peau étant sèche et n'ayant plus son élasticité normale, dès que tu fais le moindre mouvement, ça tire dessus, ça s'ouvre et ça se réouvre et c'est très 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 douloureux. Ben regarde, je t'ai dit que les images en question avaient environ une semaine. Attends que je me rapproche un peu de la caméra. Voilà. Une semaine. Plus rien. Plus rien du tout. Alors comment est-ce que j'ai fait?
Mais en fait, je te dis, c'est simple et pas cher. Tu vas aller dans le premier supermarché venu, tu vas te procurer de la crème Nivea. Alors celle-là, c'est une version à l'olive, mais c'est le hasard. Hein, c'est pas, je pense pas que l'olive, il change quoi que ce soit. C'est une crème hydratante pour la peau, pour les mains, et ben, ça change tout. Elle va avoir 2 effets. D'abord, dans un premier temps, ça va te soulager presque instantanément. Je te dis en 5 minutes, la douleur va disparaître. Ça te fait les mains un peu grasses, mais c'est pas grave parce que la peau absorbe très vite, donc le petit effet gras ne reste pas très très longtemps. Ça va te soulager. Et au bout de quelques jours, les gerçures vont disparaître et la peau retrouve son élasticité normale. Alors sur YouTube, ils disent d'en mettre 1 fois par jour, que ça suffit, que tes mains sont hydratées pour 24 heures. Moi, quand j'ai les gerçures, quand ça me fait mal, j'en mets plusieurs fois par jour. D'abord parce que je recherche cet effet de soulagement, puis pour accélérer un peu le processus. Et au bout de 2-3 jours, quand je vois que ça commence à guérir, là, je me contente d'1 fois par jour. Et terminé. Et comme tu vois, au bout d'1 semaine, alors j'ai le soleil plus ou moins dans les yeux, j'espère que tu vois correctement, mais il n'y a vraiment plus rien. Ça, c'était celle de mes 2 mains la plus atteinte. C'était principalement autour de cette zone-là. Et encore, ça ne s'est pas étendu parce que je l'ai pris à temps, parce que les autres années, ça me prenait tout le dessus de la main en fait. Et c'est particulièrement douloureux. Mais encore une fois, la solution est simple et pas chère. Ça, j'ai payé ça même pas 3 €, je crois. Voilà. Ça 1 fois par an pour l'hiver, et puis t'es tranquille. Et si j'étais un peu moins bête, au début de l'hiver, je l'achèterais en avance et je commencerais à en mettre en avance pour empêcher que les gerçures n'apparaissent. Mais je suis complètement idiot, donc disons que j'ai pas, pour certaines choses, j'ai pas de mémoire et d'une année sur l'autre, j'oublie. Bon, maintenant que tu sais comment régler ce problème-là, tu sais que en fait, la vie en tente, c'est pas toujours rose. Alors il y a l'hiver et ses petits problèmes et le froid, mais il n'y a pas que ça. Et il y a quelques temps, j'en ai parlé. J'ai listé les principales difficultés de la vie en tente pour que ceux que ça tente, si j'ose dire, sachent à quoi s'attendre. Il y a des très bons côtés sur la vie en tente, mais il y a aussi des mauvais. Et moi, je fais partie de ceux qui te montrent les 2 côtés de la pièce. Je te mets la vidéo juste là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi. Encore une fois, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air, tout ça. Et je te retrouve au plus tard mardi prochain pour une prochaine vidéo.